Bonjour à tous, à toutes, pardon. On en était resté, j'avais pas le temps de traiter la question des vins, je voulais surtout pas faire ça trop vite, parce que ça serait dommage, même si la présentation que je vais vous faire est forcément très très elliptique, parce que le vignoble bourguignon, il est intéressant à deux titres. D'abord par sa particularité, qui est vraiment remarquable, je vais en dire un mot. Moi qui ne suis de nulle part, enfin je suis né ici mais j'ai tellement bougé ensuite, je n'ai aucun chauvinisme en matière de vin, et il faut reconnaître que le vignoble de Bourgogne est un vignoble extraordinaire, vraiment extraordinaire à bien des égards, même si on n'y fait pas que du bon vin, contrairement à ce que les Bourguignons prétendent. Bien. Mais bon, le chauvinisme en matière de vin en France est une véritable religion. Il suffit pour s'en convaincre d'aller dans la région de Nancy, où on vous infligera le gris de Toul. Alors, le vin de Bourgogne. Alors, une première particularité du vignoble de Bourgogne, son ancienneté. Ça me direz-vous, il y a d'autres vignobles très anciens, peut-être plus anciens que celui-là, notamment dans la vallée du Rhône et dans le Languedoc. Mais il est certain que c'est au IIIe siècle que l'on remonte pour trouver l'origine du vignoble. Il n'y a aucun doute par rapport à ça, ce qui fait quand même une belle ancienneté. Vous le savez, la viticulture est venue d'Italie, enfin elle est venue d'Italie après être allée de Grèce en Italie bien sûr, et on sait que c'est l'influence des Romains, c'est par les Romains que le vignoble est arrivé. Mais c'est aussi du fait d'une conjonction de facteurs géographiques et climatiques tout à fait exceptionnels, dont je vais vous dire un mot. Parce que bon, les Romains sont allés partout en Gaule, ils n'ont pas mis de la vigne partout. Ils en ont mis jusque dans le Kent en Angleterre, sans problème, de ça aussi je vais vous parler. Mais la particularité de la région Bourgogne, regardez cette allure de vignoble, regardez. Cette bande très étroite, du côté de la côte chalonnaise, on a des endroits où ça fait à peine 600 mètres de large, pas plus. Entendons dire, vous traversez le vignoble à pied, le temps de regarder. En Côte de Beaune, il est plus large. Cette carte ne fait pas mention de ce qu'on appelle les hautes côtes, c'est-à-dire une partie du vignoble qui est située à l'ouest, notamment de la Côte de Nuit et de la Côte de Beaune, des vignes qui ont été réimplantées après plusieurs siècles d'abandon, qui ont été réimplantées dans ce qu'on appelle la bonne arrière-côte, n'est-ce pas, où il n'y avait pas de raison de ne pas faire du vin, mais bien évidemment, en général, ils sont à la limite de l'AOC, des fois ils n'y sont pas, mais il n'empêche qu'ils font quand même de bons produits, et quand on achète avec discernement, on peut se faire plaisir avec des vins des Hautes-Côtes. Cela dit, il y a de tout, hein. Il y a du bon, et puis il y a du très ordinaire. Bien. Mais tout se vend, en Bourgogne tout se vend, sans problème. Alors, donc, le vignoble commence, si on va du nord au sud, il commence à Chablis, évidemment. Chablis, ça fait partie de la Bourgogne. Même si les Chablisiens s'estiment beaucoup plus parisiens que bourguignons. Ça, c'est une autre histoire. Chablis, Sens n'est pas loin, Tonnerre, d'autant plus avec les moyens modernes de transport, on est tout de suite dans la région parisienne. Et ils sont bourguignons, j'ai envie de dire, quand ça les arrange. Alors, le vignoble de Chablis, et vous le savez, il est prestigieux, les vins sont très coûteux. Alors, des vins blancs presque exclusivement, Chablis, mais il y a aussi des rouges, notamment à Irancy. On en parlait avec un des auditeurs tout à l'heure. Le rouge d'Irancy est un vin très agréable, très bien fait. Et si vous êtes amateur de ce genre de vin, n'hésitez pas à aller chercher de ce côté-là, du côté d'Irancy, où il y a un très joli vignoble qui est à peu près à mi-chemin entre Vallon et Auxerre, un petit peu plus près d'Auxerre peut-être, et puis également dans le vignoble du Petit Chablis, qui lui n'est pas marqué là-dessus, qui est situé à l'ouest, au sud-ouest du vignoble du Chablis à Auxerre, et dans ce Petit Chablis, on va trouver des produits très très intéressants, souvent bien aussi bons que les Chablis à Auxerre, et toujours moins chers. Voilà. Parce que le Chablis aujourd'hui, c'est réservé aux gens qui ont d'assez gros moyens, et je ne vous parle même pas des grands crus. Les grands crus, bon, on en parle, mais on se contente d'en parler parce que c'est devenu tout à fait inabordable. D'ailleurs, c'est un peu le cas de tous les vins de Bourgogne. Je vais vous montrer des choses qui vont vous surprendre, je suis sûr. Alors ensuite, descendons, on arrive à Dijon. Il y a à Dijon, la municipalité de Dijon a fait des prouesses et des prodiges pour réinstaller une vigne sur la commune de Dijon, au Mardor. Le Mardor, qui sont une colline qui surplombe la ville
côté ouest, il faut que je m'oriente, les Mares d'Or, nord-ouest. Voilà. Et donc, dans cette colline des Mares d'Or, on a réimplanté un petit vignoble, à l'initiative de la municipalité, qui est vendangé chaque année avec une grande cérémonie. On fait venir des célébrités, des gens, enfin on fait tout un cinéma. Les Bourguignons sont très forts pour ça. On fait tout un cinéma, et puis on vendange le vignoble des Mares d'Or, on en tire une cuvée, on numérote les bouteilles, alors il ne vaut pas grand-chose. Enfin, il vaut cher, mais c'est pas extraordinaire. Cela dit, c'est le vin de Dijon. Voilà, bon, c'est du rouge. Alors ensuite, quand on descend, on trouve la première commune dans laquelle on trouve des vignes en AOC, c'est Marsanne-la-Côte, qui n'est pas indiqué là, qui touche Dijon. Marsanne, on fait des rouges, très peu de blanc, quelques bons rouges, et puis du vin rosé. Du vin rosé dont je vous conseille de vous méfier. Parce qu'il y a beaucoup plus de mauvais que de bons dans le rosé de Marsanne. Maintenant, en été, quand il fait chaud, quand on fait des grillades, etc., etc. Voilà, bon, vous voyez bien. Mais en général, bon, je ne suis pas là pour vous faire un cours d'œnologie, mais en général, il faut se méfier du vin rosé. En général. Et pour une raison toute simple. C'est que ce n'est ni chèvre ni chou. Le vin rosé, c'est un vin rouge qu'on a fait avorter. Tout simplement. C'est-à-dire qu'on a soutiré avant que la prise de couleur soit faite. Donc, autrement dit, on a cassé le vin. Et on ne peut pas faire autrement. C'est comme ça. Donc, le rosé, c'est un rouge avorté. Alors, certaines vignes, quand vous allez du côté de Tavel, il y a des endroits où, effectivement, on arrive quand même, malgré tout, vu le raisin, son mûrissement, le climat et tout, on arrive à tirer un produit très convenable. Mais bien souvent, les rosés sont des vins, d'ailleurs, qui ont une aptitude à vous taper sur la tête qui est assez extraordinaire, parce que s'ils ne sont pas sulfités très vigoureusement, ben, c'est tout simple, ils ne se gardent pas. Pas assez tanniques, ils ne se gardent pas. Bien, je ferme la parenthèse. On descend, on arrive dans les magnifiques côtes de nuit. Je vais y revenir sur la côte de nuit, parce qu'il se passe des choses extraordinaires en côte de nuit. Puis la côte de Beaune, qui est le gros du vignoble, on va dire, bourguignon, la côte de Beaune, et ensuite la côte chalonnaise. Alors, chalonnaise et mâconnaise, il y a de très très bons vins. Alors, la même remarque par rapport au Petit Chablis, si vous voulez acheter du Bourgogne, allez voir du côté de la Saône-et-Loire. N'hésitez pas. Là, vous trouverez des vins largement aussi bons que ceux qu'on fait en côte de nuit, en côte de Beaune, moyennement, je veux dire globalement, toujours beaucoup moins cher, sauf évidemment les grands crus. Un grand cru de Mercurey, ça coûte cher, mais en côte chalonnaise et en côte du Mâconnais, dans le Mâconnais, vous trouvez facilement, enfin facilement oui, de très bons produits, il y a de très bonnes adresses, et moi je pense que pour un amateur de Bourgogne qui n'est pas fortuné, c'est de ce côté-là qu'il faut se tourner. Et les vins sont en général très bons, en plus ils bénéficient d'un climat qui est plus clément, parce que cette région-là, Dijon est une ville redoutablement froide en hiver, redoutablement froide et humide, donc, et par contre étouffante en été, sinon il n'y aurait pas de ville. En été on étouffe, en hiver on gèle, c'est le gros inconvénient de cette région-là. Mais le climat globalement est plus favorable à la viticulture, globalement, du côté de Châlons et de Mâcon. D'ailleurs, il est rare qu'on fasse de mauvaises années dans la côte chalonnaise et en Mâconnais, c'est rare. Alors que les années difficiles en côte de nuit, en côte de Beaune, ça existe. C'est ce qu'on appelle des millésimes de vignerons. Quand on vous dit c'est un millésime vigneron, ça veut dire que c'est un vin pour lequel, pour le produire, il a fallu un talent, il a fallu beaucoup de talent et de professionnalisme. C'est les millésimes vignerons. Autrement dit, les millésimes difficiles, quand ça n'a pas bien mûri, ou qu'il y a eu trop de la grêle, ou que sais-je, ou voilà. Donc je ne parle pas des maladies, parce que ça c'est sous contrôle, il n'y a pas de problème. Une remarque, de plus en plus de vignerons travaillent en bio en Bourgogne, c'est récent. C'est récent, il y a une trentaine d'années, il y en avait très très peu, et maintenant ça se développe pas mal, mais avec beaucoup de réticence par rapport à d'autres vignobles. Les Bourguignons sont des gens, les vignerons bourguignons sont des gens extrêmement conservateurs. Alors, il faut remercier le clergé. Bon, les ducs de Bourgogne, il y a longtemps qu'ils sont morts, n'est-ce pas? Mais s'il y a un beau vignoble en Bourgogne, si on a véritablement développé un très beau vignoble avec des grands crus, avec des vins exceptionnels, c'est sans aucun doute par l'influence des ducs de Bourgogne qui ont légiféré, tout simplement, depuis très longtemps, depuis la fin du XIIIe siècle, les ducs de Bourgogne ont légiféré pour assurer la qualité de la production du vin, la qualité, et en ce temps-là,
c'était pas si facile que ça, dans la mesure où tout était commercialisé en pièces, on ne mettait en bouteille pratiquement qu'au moment de boire, et donc ça posait des problèmes techniques relativement pointus. Donc les ducs de Bourgogne ont mis en place tout un arsenal législatif, et ils se sont attachés à le faire respecter, parce que bon, ça ne sert à rien de faire des règles quand il n'y a personne pour les faire observer. Et le clergé, alors le clergé, notamment le clergé régulier, c'est-à-dire les monastères, en commençant par Cîteaux. Le monastère de Cîteaux, les cisterciens ont été extrêmement compétents dans le domaine de la viticulture. Alors encore une fois, je le dis volontiers, bien que je ne sois pas là pour vous faire de la propagande, mais on a tendance des fois à ironiser en disant ben oui, les moines, ils pensent qu'à boire du ventre. C'est pas tant de ça qu'il s'agit. Les moines ont besoin de vin pour l'office. L'office catholique ne peut pas être fait sans vin, c'est pas possible. S'il n'y a pas de vin, il n'y a pas de consécration. Bon. Et puis d'autre part, les moines travaillent et vivent de leur travail. Orare et laborare. On prie et on travaille. Et donc, ils ont très tôt compris que travailler la vigne, c'était d'une part compatible avec l'activité monastique, parce que la vigne, on n'y est pas tout le temps, toute l'année. On peut donc faire cohabiter ce travail de la viticulture avec la vie monastique, qui a des exigences assez importantes en termes d'horaire, de calendrier, que sais-je. Et d'autre part, ça leur permettait de dégager des revenus importants. Or, les abbayes ont toujours eu, enfin peut-être pas tous les autres, pas les franciscains sans doute, mais les abbayes ont toujours eu le souci de développer le patrimoine ecclésiastique. Donc, Saint-Bénigne à Dijon, si vous allez visiter Dijon, vous visiterez forcément la cathédrale Saint-Bénigne, qui est une merveille, qui est extrêmement belle. On n'en parle pas beaucoup et on a tort. C'est une des cathédrales gothiques, une des premières véritables cathédrales gothiques, avec Saint-Denis à Paris. On connaît, c'est exceptionnel, on connaît le nom d'un des maîtres d'œuvre principaux, Guillaume de Volpiano, qui était un maître d'œuvre très célèbre à l'époque où elle a été édifiée, surtout conçue, parce qu'il ne l'a pas vu terminer, bien sûr, c'était trop long. Mais il y avait à Saint-Bénigne un couvent très important, bénédictin. Il reste la cathédrale, il reste le dortoir des moines, dans lequel il y a un musée archéologique, très intéressant. Le cloître a disparu, je ne sais pas où il est, j'en sais rien, il a été démantelé, il est parti, je ne sais pas où il est. Mais il n'empêche que l'église elle-même est extrêmement intéressante à voir, si cette architecture vous intéresse. Voilà. Et puis bien sûr, Cluny, évidemment, l'abbaye de Cluny, le phare de la chrétienté, d'où sont sortis je ne sais combien de papes. Si vous allez en Bourgogne et vous irez à Cluny, vous serez absolument stupéfait de voir que ce qui reste par rapport à ce qui a existé, qui est simplement matérialisé au sol, c'est absolument extraordinaire. C'était la plus vaste église de la chrétienté et elle était effectivement gigantesque, ce qui donne une idée précise de la richesse du monastère de Cluny. Ça vaut le coup, Cluny, hein, c'est intéressant. Et puis il y a plein de trucs tout autour. Alors, ce vignoble fait 28 800 hectares, c'est quasiment rien. C'est très peu, c'est très petit. Parce que si nous le comparons, alors je vais voir si j'arrive à... Ouais. Relativement petit. Parce que en Champagne, on a 33 400 hectares, c'est Champagne. Il y a 118 000 hectares dans le Bordelais, mais c'est encore rien par rapport aux 235 000 hectares du vignoble languedocien. Vous me direz, c'est pas la même chose. Bon, admettons, c'est un vignoble. Hein. Et puis, je n'ai pas parlé du vignoble du Val-de-Loire, qui est encore plus grand que le vignoble languedocien, mais très éparpillé. Le Val-de-Loire est extrêmement éparpillé. Bon, il est juste greffé sur la Loire, d'où son nom de Val-de-Loire. Alors, ce vignoble très particulier, je commence par dire une chose que je n'ai pas notée dans la diapo. D'abord, il faut parler de l'encépagement en Bourgogne. Les vins rouges de Bourgogne sont à 98% élaborés avec du pinot noir. Uniquement du pinot noir. Monocépage. Dans tous les vignobles de France et d'étrangers, on fait des assemblages. Ce qui est beaucoup plus facile. Parce que tous les raisins ne vont pas mûrir en même temps, telle condition météo convient à l'un, convient pas à l'autre, donc on va varier, on va assembler les cuvées à partir de différents cépages. En Bourgogne, non. Vin rouge, pinot noir. Terminé. À part le Pastougrin où il y a un petit peu, mais bon, c'est pas vraiment du Bourgogne, ça pour moi.
vin blanc, chardonnay. Point final. Si c'est du Bourgogne blanc, c'est fait à partir de chardonnay. Pas d'autres cépages. Donc, ce sont des vins monocépages. Et il existe un vin rouge, là, interrogation écrite, sortez au stylo, il existe un vin rouge de Bourgogne, délicieux, vin blanc, pardon, de Bourgogne, délicieux, fait en Saône-et-Loire, mais à partir de raisin rouge pinot noir, et c'est le Saint-Véran. Alors, je vous conseille très vivement de goûter le Saint-Véran. Très très bon produit. Un des rares vins blancs de France, élaboré à partir de raisin noir. Comment font-ils? Oh, c'est pas compliqué. Il suffit de ne pas laisser macérer les peaux. Le jus du raisin rouge, si vous vous amusez à presser le raisin rouge, vous verrez que le jus n'est pas rouge. Il est légèrement rosé. Donc, on peut très bien, il suffit de ne pas laisser macérer les peaux, et encore moins les rafles, évidemment, quand on élabore la cuvée. Alors, le Saint-Véran, on le trouve du côté, c'est dans le Mâconnais. Hein, c'est un petit vignoble dans le Mâconnais, qui avait été détruit par le phylloxéra, comme tout le reste, qui est resté pendant plusieurs décennies, pratiquement des années 20 d'avant la Première Guerre mondiale jusqu'après la Seconde, c'est-à-dire le début des années 50. Et là, il y a un négociant passionné de viticulture. Les négociants en Bourgogne sont souvent des vignerons très experts en même temps, qui s'appelle Georges Duboeuf. Encore une très très bonne adresse. N'hésitez pas à acheter des vins dans la maison Duboeuf. C'est un négociant mais qui fait des produits magnifiques. Duboeuf, D-U-B-O-E, comme un bœuf. Hein. Et Georges Duboeuf, qui est décédé depuis pas mal de temps, a décidé de restaurer le vignoble de Saint-Véran. Il n'y avait plus rien. Donc il a replanté et il a fait des essais pour faire le vin dont lui se souvenait. À l'époque, il était il avait déjà un certain âge, et donc il a fait des essais pour restaurer ce vin blanc, élaboré à partir de pinot noir, qui était produit autour du village de Saint-Véran. Il a réussi. Il a réussi à faire un produit absolument magnifique. Alors pendant assez longtemps, il était le seul à en produire, et puis maintenant, il y en a d'autres. Et je vous invite, si vous trouvez chez un caviste du Saint-Véran, n'hésitez pas, vous ne serez pas déçus. C'est un vin blanc comment dirais-je, de très belle tenue, voilà, et différent des chardonnays, différent. Bien, alors, on mesure la vigne en ouvrée. Une ouvrée, c'est 4 arts 28. C'était, paraît-il, autrefois, ce qu'un tâcheron pouvait bêcher dans la journée, paraît-il. Bon. Je ne sais pas, personne n'a vérifié, mais bon, une ouvrée, 4h28. Et on continue, dans les actes notariés aujourd'hui, on ne vend pas des hectares, on vend des ouvrées de vin. C'est toujours en vigueur. Et les parcelles cultivées s'appellent les climats. Alors c'est quoi un climat? Un climat, c'est une appellation. Vous achetez un Gevrey chambertin, un Charme chambertin, c'est un climat. Ça correspond à un vignoble bien délimité, qui n'est pas forcément clôturé, mais qui est bien délimité, qui va être vendangé à part, vinifié à part. Alors, moi quand je suis arrivé en Bourgogne il y a très longtemps, c'était en fin 76, ça m'a un peu fait rire, ça j'ai dit, bon, ils sont marrants les Bourguignons. D'un côté de l'église, c'est un climat, de l'autre côté de l'église, c'en est un autre, ils se moquent un peu du monde. Et puis finalement, non. Non, les vins sont vraiment caractérisés. Alors ça vient de quoi? Bon, pas de la météo. La météo, globalement, elle reste à peu près la même, même si vous allez avoir un courant d'air froid d'un côté et qu'il n'y aura pas de l'autre. Admettons. Ça vient de la géologie. Ça vient de la géologie. Le terroir bourguignon présente une géologie extrêmement différenciée. Et vous pouvez aller sur Internet, vous regardez le site de l'INAO, où vous aurez des cartes géologiques très très détaillées de la Bourgogne, très détaillées, et vous verrez qu'effectivement, le sol change beaucoup, des fois, d'une parcelle à l'autre. Et c'est une des raisons qui explique ces différences. Parce que par ailleurs, le cépage est le même, le climat, bon, globalement est le même, hein, avec de très petites variations. La vinification est la même, la culture est la même. L'INAO impose jusqu'à la taille. La vigne en Bourgogne, elle est vraiment tirée au cordeau. Vous avez un sillon à la taille. Quantité, il reste un sillon avec 3 nœuds. C'est tout. Et la vigne après taille en hiver, on se dit, mais c'est pas possible, ça va donner. Et oui, ça donne.
marche très bien. Donc tout est très très sévèrement réglementé, la production est réglementée, le nombre d'hectares à l'hectare, c'est l'INAO qui le définit chaque année, la possibilité ou non de chaptaliser, elle existe comme dans la quasi-totalité des vignobles français, elle est fixée par l'INAO également. Bon, certains disent qu'il y a des tricheries et des fraudes, c'est pas impossible, mais il y en a de moins en moins parce que le climat étant ce qu'il est. Vous savez, fin 76, les vendanges, moi quand je suis arrivé à Dijon, les vendanges, j'arrive à l'école hôtelière, je prends une pause, etc. On me dit, ah ben, là vous allez avoir de l'absentéisme, il y a des élèves qui vont aux vendanges. Ah bon, effectivement, il y a des trous dans les rangs, les élèves allaient aux vendanges, très bien. Déjà, les enfants ou les apparentés à des vignerons, etc., ceux-là on ne les voyait plus. Et là, c'était fin septembre, début octobre. Bon, aujourd'hui, en vendange, fin août. Bon. C'est un fait. Alors, ceux qui vous disent que le climat ne change pas, que c'est parce qu'on mesure de travers, que. Enfin bon, d'accord, admettons. En attendant, non. Bon, moi je pourrais vous parler des abeilles aussi, j'ai des ruches, s'y trompent pas non plus les abeilles avec le climat. Bien. Donc, on va parler un peu de ce qui est extraordinaire. La Romanée Conti. Alors la Romanée Conti, qui est probablement le vin rouge le plus célèbre et sans doute le plus cher du monde, en compétition avec le Château Pétrus de Bordeaux. On ne sait pas très bien lequel des deux coûte le plus cher, bon, il se tire un peu la bourre. Le vignoble de la Romanée Conti mesure 1 hectare 79. 1 hectare 79. C'est-à-dire moins de 2 terrains de football, si vous voulez. Voilà, bon, c'est un simple exemple, si vous voulez, mais il y en a des beaucoup plus petits. L'appellation Charme-Chambertin, c'est moins d'1 hectare, en grand cru. Bien, vous allez voir que ça suffit très très largement aux propriétaires de ces parcelles qui les exploitent pour très bien vivre. Quand je dis très bien, c'est vraiment très bien. D'ailleurs, si vous allez vous promener dans la côte, vous descendez de Dijon par Marsanais tranquillement, à petites étapes, vous allez vous croire du côté de Zurich ou de Lausanne dans les beaux quartiers. Grosso modo, vous chercherez vainement un papier par terre, vous ne verrez que des façades magnifiques, enfin bon, tout est... C'est manifestement un endroit où les exploitants gagnent extrêmement bien leur vie, bon, tant mieux pour eux, hein. Ça ne les empêche pas de se plaindre, hein, cependant. Bien. Alors, donc, ces parcelles de climat sont chacune désignées par une appellation qui est le reflet d'un niveau de qualité et d'une rareté relative des vins produits. En fait, il y a un contingentement. C'est-à-dire que l'INAO dit, par exemple, eh bien, cette année, dans telle appellation, vous pourrez faire 15 hectares l'hectare, pas plus. Bon, l'INAO continue avec les hectares. Hein. Eux, ils ne sont pas encore passés aux ouvres. Très bien. Alors, vous allez me dire, est-ce que ça signifie qu'on arrête de cueillir le raisin quand on a de quoi faire les 15 hectares? Non. Ou souvent, il en reste. Hein. Et quand le grappillage est autorisé, il y a un arrêté préfectoral, sur telle commune on peut grappiller, alors donc vous avez le droit d'entrer dans les vignes et de prendre ce qui reste. Certaines années il en reste pas mal, c'est vrai. Il peut rester aussi des choses qui n'étaient pas vraiment mûres au moment de la vendange et qui ont mûri depuis, ça se peut, mais bon. Mais par contre, est-ce que les viticulteurs se limitent strictement au nombre d'hectares en barrique auxquels ils ont droit? Théoriquement, oui. Concrètement, non. Pourquoi? C'est trop tentant. Je peux vous dire qu'à l'école hôtelière, nous avions un collègue qui était le beau-frère. Vous allez voir, c'est intéressant. Son beau-frère était gendarme. Excellente profession. Et ce gendarme-là, il avait hérité d'une vigne à Puligny-Montrachet, dans l'appellation Les Folatières. Alors Puligny-Montrachet, on fait des vins blancs fabuleux. Fabuleux, parce que si on peut discuter sur les vins rouges, à mon avis, on ne discute pas sur les vins blancs. Les plus grands vins blancs du monde sont sans aucun doute en Bourgogne. Ça, il n'y a pas de débat là-dessus. Après, on peut trouver des bons produits ailleurs, mais vraiment les grands vins blancs, les produits exceptionnels, viennent tous de Bourgogne. Donc à Puligny-Montrachet, qui est une commune où on fait 85% de vin blanc et un peu de vin rouge, eh bien, il y a une pièce qui s'appelle Les Folatières, il en avait hérité avec sa sœur, qui était la sœur donc, de mon collègue. Et donc chaque année, il nous disait, en janvier, il disait, bon, combien tu en veux? Sous-entendu de bouteilles. Alors, bon,
À l'époque, moi je vous parle des années 90, parce qu'après ça s'est arrêté. Les années 90, le Pampelime Rocher les Floitières se vendait dans les 300 francs, à peu près. Entre 250 et 300 francs selon les années. Là, on les avait pour 80 francs. Alors évidemment, moi je disais, mais combien tu peux en mettre? Oh, ben alors cette année, il y en a un peu. Alors un peu, il faut s'en méfier, un peu. C'est comme ceux qui vont aux champignons, qui en trouvent un peu, hein, si vous voulez. Puis la voiture, elle est comme ça. Bon. Donc, alors bon, je dis, bah, tu m'en mets, si tu peux, tu en mets 24 avant de travailler, hein, il notait 24. Et donc, le vin arrivait, là, il fallait faire très très attention. Parce que, moi j'ai vécu 35 ans en Bourgogne. Je ne roulais pas énormément en voiture, mais de temps en temps, j'allais à Beaune voir des amis, à Mâcon pour un jury d'examen, etc. J'ai quand même été contrôlé plus de 10 fois par la volante. À la douane. Barrage, monsieur, on s'arrête, et il ne vous demande pas si vous avez ou si vous n'avez pas, il faut la bagnole. Alors s'il trouve de l'eau et du lait dans le coffre, tout va bien. S'il trouve des bouteilles sans capsule congé, tout va mal. Parce que c'est à la bouteille qu'on paye. Et c'est cher. Et en plus, ils saisissent. Donc, adieu le vin. Ah oui, non, mais c'est comme ça. Hein. L'histoire ne dit pas ce qu'ils en font. Alors nous, on avait, comme le propriétaire de la vigne était gendarme, c'était lui qui livrait le vin à l'école hôtelière. Avec une camionnette. Et donc, moi j'habitais le quartier, il me suffisait bon, toujours en vélo, hein. Je mettais 2-3 bouteilles dans mes sacoches et puis je me levais petit à petit. Bon, j'habitais à côté du lycée, je me disais là quand même, le risque est très petit, quasiment nul. Et donc j'en faisais profiter après d'autres personnes, mais là j'étais un peu plus inquiet quand je n'amenais par ici, quand on venait voir la famille, j'étais un peu moins tranquille parce que c'est quand même assez contrariant. Voilà, bon. Personne n'a envie de payer des amendes et encore moins de se faire confisquer le vin. Et donc, tout ça pour vous dire que ces surplus qui valent, le reste, c'est absolument pas des vins de moins bonne qualité. Simplement, aucun viticulteur ne va vinifier strictement pour des tas de raisons. D'abord, il peut y avoir un tonneau qui s'éventre, il peut y avoir un ennui à l'embouteillage, il peut y avoir... Bon. Et puis, il a envie d'en garder pour lui. Pour lui, pour ses amis, pour la famille, ça peut faire du monde rapidement. Voilà. Bon, et ça, je peux vous assurer qu'à Dijon, à Mâcon, à Beaune, les gens qui habitent là-bas et qui ont quelques accointances dans le métier vont rarement acheter du vin chez le caviste. Rarement. Bien. Alors, un exemple, la commune de Gevrey-Chambertin, qui est la première après Marsanais en descendant depuis Dijon, quand on va vers le sud, Gevrey-Chambertin en Côte de Nuit, vous allez trouver des appellations communales. Alors ça c'est le vin qui est en bas, je vais vous montrer des photos, en bas dans la plaine, tout en bas du vignoble, des premiers crus. Il y en a 15 à Gevrey-Chambertin. Là, on commence à monter un petit peu sur la colline, et tout en haut de la colline, les grands crus. Donc le terrain le mieux drainé va donner les meilleurs vins. Et là, on a 8 appellations, dont vous connaissez certaines. Alors, Chambertin tout court. D'ailleurs, en Bourgogne, quand une commune porte un nom composé, c'est toujours le deuxième nom qui détermine les grands crus. Vosne-Romanée, c'est Romanée les grands crus. Gevrey-Chambertin, c'est Chambertin les grands crus. Et là, on va trouver le nom de Chambertin dans tous ces grands crus. Chambertin tout court, Chambertin Clos de Bèze, Charme Chambertin, probablement le meilleur, Chapelle Chambertin, Griotte, Latricière, Mazie et Ruchotte. Voilà. Cette structure-là, vous allez la retrouver dans la quasi-totalité des communes, à condition qu'il y ait des grands crus, ce qui n'est pas forcément le cas partout. Il peut y avoir des communes où il n'y a que des premiers crus, il n'y a pas de grands crus. Alors, allons à Vosne-Romanée, on a visité le château de Vougeot, incontournable, c'est un voyage dans le temps, le château de Vougeot, je vous en ai déjà parlé, établi par l'abbaye de Cîteaux. Allons à Vosne-Romanée. Et là, on est juste au nord de Nuit-Saint-Georges, on est très près de Nuit-Saint-Georges. Vous avez un petit topo en haut, et vous voyez au-dessus du village, enfin au-dessus, disons là, comme la route est orientée nord-sud, on est à l'ouest du village, n'est-ce pas? Mais en allant vers la côte, vous avez ce vignoble-là où on va trouver les grands crus. Alors les grands crus, eh bien,
dans le domaine de la Romanée Conti, n'est-ce pas, dont on parlait tout à l'heure, on ne fait pas que du Romanée Conti. On fait aussi La Tâche, Richebourg, Romanée Saint-Vivant, Échezeaux et Grands Échezeaux. Bien. Et Grands Échezeaux et Échezeaux sont sur la commune voisine, mais c'est pareil, c'est rattaché à la même appellation. Alors vous avez là un petit schéma qui vous voyez la Romanée Conti, 1 hectare 79 en plein milieu. Donc vous voyez, il y a des domaines, la Romanée tout court est plus petit, le Romanée Saint-Vivant est à peine plus grand, et donc si vous voulez acheter du vin de Romanée Conti, vous avez pris la précaution de réserver. Hein. Attention, parce que si c'est pour tout de suite, vous n'en aurez pas. C'est pas la peine. Vous avez réservé, disons, pour dans 5 ans. Je pense que dans 5 ans, on va vous en vendre pour du vin. Dans 5 ans, vous devriez pouvoir en avoir. Bien. Mais vous ne pourrez pas acheter une bouteille de Romanée Conti, c'est impensable. Non. Si vous voulez une bouteille de Romanée Conti, il faut acheter une caisse, dans laquelle il y a 3 La Tâche, 2 Richebourg, 3 Saint-Vivant, 1 Grand Échezeaux, 2 Échezeaux. Et là, en millésime 90, qui est une très belle année, vous la trouvez à 114 000 € au domaine. Combien ? Si vous avez été inscrit. Parce qu'il faut s'inscrire. Ah oui. Il faut réserver. Alors, ça fait 9 500 la bouteille en moyenne, ça pouvait le verre à peu près 1 000 €. Et un verre à 1 000 €. À peu près. Voilà. Et ça marche très bien. C'est vrai ? Ça marche très bien. Alors, qui achète ça ? Vous vous en doutez. L'Élysée. Ah, il y en a à l'Élysée, oui, à l'hôtel Matignon aussi, il paraît qu'il y en a. Oui, à l'Assemblée nationale, il y en a. L'Assemblée nationale ? Il y en a. Enfin, et je peux vous dire comment à l'époque où je tirais la diable par la queue, j'allais faire des extras à Paris tous les week-ends, depuis Dijon, avec le TGV, et j'allais travailler, j'ai souvent travaillé à l'Assemblée nationale en extra, où le travail était extrêmement bien payé et très peu fatigant, on était extrêmement bien nourris. Ah oui. Ça n'a pas changé. Je ne sais pas comment c'est aujourd'hui, mais moi je parle des années 80, début des années 80. Et on y vivait vraiment. Il paraît que le Sénat c'est mieux, mais je ne suis jamais allé au Sénat. Moi j'allais qu'à l'Assemblée nationale. Il paraît qu'au Sénat c'est encore mieux, paraît-il. Oui. Ce sont nos chers élus. Nos chers élus. Très chers élus. Qu'est-ce qu'on les aime. Bon, allez, assez plaisanté. Et après, c'est quoi? C'est exporté? Oui, l'export. D'accord. L'export. Alors pour eux, les histoires de Trump, c'est mauvais. Hein. Ils ne sont pas contents. Moi, j'ai parlé avec 2 viticulteurs il n'y a pas longtemps, que je connais très bien. Ils accusent le coup parce qu'ils vont avoir des répercussions. Les prix, déjà, sont en train de se tasser. Il va y avoir dans pas longtemps, là j'ai prévu d'en parler un peu, la vente des hospices de Bonn qui donne le tempo. Je vous en parlais de la vente des hospices de Bonn. Là, il y a une vente aux enchères chaque année, le 3e dimanche de novembre, et c'est là qu'on donne le tempo, qu'on va avoir une idée des cours. Et le bruit court que ça va se tasser, parce que l'export sur les USA, c'est compliqué maintenant. Ils vont toujours exporter, si vous voulez, mais bon... encore qu'ils sont dans le très haut de gamme, hein, mais ceux qui sont dans la moyenne gamme vont souffrir, à mon avis. Le très haut de gamme, je crois que ça va continuer à marcher. Mais bon, alors après, beaucoup sur la Chine et le Japon. Ah, Chine et Japon. Ah, bon? La Chine est un très gros marché pour ces produits-là. Il y a beaucoup de milliardaires en Chine, et pour eux, culturellement parlant, si vous voulez, tout ce qui est européen et tout ce qui est top niveau en Europe, bon, les dames ont tous des sacs à 5 000, 10 000 euros, c'est obligatoire quand on ramenait un sac comme ça, etc. Et puis, la Chine, le Japon également, et alors ils ont une manière de boire, eux, bon, ils en achètent, mais ils sont très nombreux, heureusement, parce qu'ils en boivent très peu. Eux, avec une bouteille, ils vont faire une soirée à 30. Ils en boivent comme ça. De toute façon, ils ne savent pas ce que c'est, ils n'aiment pas. Hein. Les Chinois, le vin. Mais ils n'aiment pas. C'est pas chinois le vin. Mais non. Ils en font. Ils ont le vin du dragon, le rouge et le vin du dragon blanc. Ils ont ça. Hein. On trouve ça chez eux. Ils en font parce que bon. Mais les Chinois, ça ne boit pas de vin. Et puis ils n'y connaissent rien. Mais alors, ce qui s'appelle rien. Cela dit, ils vont quand même acheter du vin de Romanée Conti parce que c'est extrêmement cher, tout simplement. Et de la même manière qu'ils vont chez le Rolls, enfin, si vous voulez, bon, voilà. Il faut bien que les milliardaires fassent quelque chose avec leur argent, tout de même. Effectivement. Écoutez, mettons-nous à leur place un instant. Franchement. Par la pensée. Bon. Alors, là, vous avez
Derrière la croix, la parcelle qui est délimitée par le petit chemin incurvé qui monte, là, cette parcelle à droite, c'est le vin de Romanée-Conti. Voilà. Cette croix date du XVe siècle, elle a été mise là par les moines de l'abbaye de Cîteaux. Elle est classée monument historique. Et donc voilà, vous voyez, alors on voit très nettement, là on est dans la plaine, on est sur la route, on regarde vers l'ouest, on regarde le coteau. Au sommet du coteau, vous avez un petit bois qu'on entretient très soigneusement parce qu'il casse le vent d'ouest, c'est très important. Et ensuite, vous allez avoir, on va descendre doucement, là c'est un vignoble où il n'y a que des grands crus, là, uniquement. Puis derrière nous, on aura les appellations communales et les vins moins cotés dans la plaine. Et ce schéma, on le retrouve dans toutes les communes de la côte. Alors, un mot sur les hospices de Beaune. Les hospices de Beaune, je vous ai déjà vivement conseillé d'aller les visiter, c'est effectivement une des plus belles choses qu'on puisse voir, parce que vous avez devant vous un bâtiment complet, un hôpital complet, avec l'église, que vous connaissez si vous avez vu La Grande Vadrouille. Là, une scène a été tournée dans la salle des pauvres, qui à l'époque était encore exploitée en hôpital, puis ils ont arrêté, je crois, l'année qui a suivi. Il n'y avait pas que là, mais il y avait des malades là-dedans, et puis il y en avait aussi ailleurs, évidemment, parce que ça reste un hôpital, les hospices de Beaune. Maintenant, ils ont un hôpital ultra-moderne, un petit peu plus loin, très très bien équipé, parce que ce sont des gens qui ont de très gros moyens, vous allez voir pourquoi. Donc ça a été bâti au XVe siècle, en 1443, par Nicolas Rolin, qui était le chancelier du duc de Bourgogne, à une époque où le duc de Bourgogne, la Bourgogne était richissime, dont le chancelier, il n'était pas à plaindre. Et puis, il s'est soucié du devenir de son âme. Il n'avait peut-être pas fait que des choses blanc-bleu dans sa vie, donc il a fait ce que faisaient les gens riches à l'époque, il a travaillé pour Dieu, et pour Dieu, donc pour les pauvres. Alors, ils ont créé un hôpital avec sa femme, qui, elle, était richissime. Guigonne de Salins, donc c'était l'héritière c'était un duché, il y avait un duc à Salins, je crois. Salins, donc on est dans le Jura, si vous voulez. Et Salins était richissime, pourquoi? Le sel. À Salins, vous avez des sources chaudes très 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 fortement chargées en sel. On y fait d'ailleurs du thermalisme. Ces sources chaudes étaient exploitées pour récupérer le sel qui à l'époque valait de l'or. Le sel était extrêmement cher et indispensable. Et si vous allez en Franche-Comté, vous pourrez visiter les salines d'Arc-et-Senans, qui ont été établies à l'époque de Louis XIV, donc au XVIIIe. Et il y a une tubulure dont on a gardé les vestiges encore, une tubulure en bois, qui conduit l'eau fortement, la saumure autrement dit, de Salins à Arc-et-Senans, où là il y avait une véritable cité fermée, mais les gens étaient comme en prison, les ouvriers, ils vivaient dedans, ils ne sortaient pas, ils étaient fouillés quand ils sortaient, pour qu'il n'y ait pas de contrebande de sel. Et la scène d'Arc-et-Senans mérite la visite. Maintenant, on y fait des concerts, mais ça se visite un peu comme un musée. Alors revenons à Beaune. Là, vous avez une vue qui est prise de la cour, donc avec les bâtiments, on fait des bâtiments conventuels, sachant qu'au rez-de-chaussée, on retrouve l'infirmerie, les cuisines et un réfectoire. À gauche, il y a l'église, qui ne présente pas, la chapelle, qui ne présente pas beaucoup d'intérêt vu de l'extérieur, mais qui est magnifique vue de l'intérieur, qui est une très très belle. Et puis, il y a d'autres bâtiments un petit peu plus loin, et notamment, il y a une cuverie, la cuverie historique. Parce que les hospices de Beaune, c'est un gros propriétaire foncier dans le domaine viticole. Pourquoi? Parce qu'au départ, Nicolas Rolin et Guigonne de Salins ont voulu que l'hôpital puisse, ils l'ont fait bâtir, somptueusement, mais il fallait que ça puisse fonctionner ensuite. Donc pour en payer le fonctionnement, ils ont attribué un vignoble. Et il y avait un vignoble en Bourgogne, il y avait aussi un vignoble dans les côtes du Jura, également, du côté d'Arbois. Il y avait également des domaines. Et donc, les revenus de ces vignobles permettaient de faire fonctionner l'hôpital, où bien évidemment les gens ne payaient pas. Ils étaient accueillis gratuitement pour l'amour de Dieu. Voilà, c'était le principe du fonctionnement. Et ce qui s'est passé ensuite, il y avait donc une confrérie de religieuses, c'était des nonnes, un couvent de religieuses qui soignaient les malades, qui les nourrissaient, qui blanchissaient, etc., qui faisaient tout le travail à faire, et qui par la suite sont devenues infirmières. Quand il a fallu avoir un diplôme d'État, elles sont devenues infirmières. J'ai perdu le fil. Oui, ce vignoble. Alors comment s'est-il accru? Parce que maintenant il est assez important. Eh bien parce que beaucoup de gens qui avaient été soignés là et qui étaient morts à l'hôpital, eh bien,
pour assurer le salut de leur âme, ils ont donné à la congrégation, ça se fait encore de nos jours, hein, ils ont donné à la congrégation une vigne, ou une part de vigne, ou des fois des droits en partage sur un vignoble, ça se faisait aussi. Et petit à petit, le domaine a pris de l'extension, et avec, il n'y a pas que des grands crus, il y a des grands crus, il y a des premiers crus, il y a des appellations communales aussi, mais à telle enseigne que chaque année, le 3e dimanche de novembre, alors depuis bientôt 200 ans, hein, ça, avec les interruptions de la Première Guerre mondiale, de la Deuxième, de la période de la grande crise des années 30, il y a eu des interruptions, mais on est cette année à la 165e vente des hospices de Beaune, traditionnellement le 3e dimanche de novembre, et là, il va y avoir, d'abord, il va y avoir comment dirais-je, le vendredi, on va commencer des festivités avec le chapitre des Chevaliers du Tatevin à Vougeot, avec les trompettes et tout ce qui s'ensuit, on fait venir des célébrités, des têtes couronnées, c'est très médiatisé. Ça date des années 30, cette confrérie des Chevaliers du Tatevin, où on va goûter les vins, leur mettre des notes, etc. Enfin, tout ça, c'est bon. Ils ont fait ça parce qu'il fallait soutenir les ventes à une époque, après la grande crise de la fin des années 20, une époque où il y avait une mévente redoutable en Bourgogne. Donc ils se sont dit, on va faire de la musique, on va faire de la publicité. Et ils ont créé cette confrérie des Chevaliers de Tatevin, dans laquelle on intronise chaque année des gens célèbres, des acteurs, des metteurs en scène, il y a eu Groskelly à un moment donné, etc. Donc c'est l'occasion de beaucoup de perturbations, parce que quand ces gens-là se déplacent, il faut assurer leur sécurité, et donc il y a des flics de tous les côtés, enfin oui bien quoi. Et la vente a lieu, ça c'est le vendredi, le samedi les gens se promènent en ville, dans la côte, etc., parce qu'ils viennent pour les 3 jours, et le dimanche, il y a la vente, le matin, dimanche matin, dans la halle de Beaune. On vend les pièces, alors toujours en pièces bourguignonnes, 228 litres. La pièce bourguignonne mesure 228 litres, et la pièce bordelaise, 225. Ne nous trompons pas. Donc, tout se vend en pièces, c'est le vin de l'année qui se vend. Alors, on peut avoir une idée assez précise de ce qu'il va donner en fonction des paramètres de la récolte. Certaines années ça se vend très cher, d'autres années un peu moins, mais il est certain que le négoce est très attentif parce que c'est le diapason des prix qui vont se pratiquer sur le marché intérieur et aussi sur l'export. C'est à ce moment-là que ça se concrétise, on va dire. Voilà. Et c'est intéressant. Alors, c'est quelque chose qui mérite d'être vu. Ils vendent de la chandelle, comme on faisait autrefois. Ils vendent de la chandelle, c'est amusant. Et puis, ils se débrouillent également pour présider comment ils disent, le jury ou je sais pas quoi. Il faut toujours qu'il y ait quelqu'un de très célèbre, quoi. En général, des acteurs, ou des grands artistes, des metteurs en scène, des gens comme ça. Voilà, donc pour cette question-là. Alors maintenant, un mot. Je terminerai chaque région par un sujet qui m'est cher, les cuisiniers, n'est-ce pas? Voilà, donc dans la région Bourgogne a été très, très féconde en grands cuisiniers, en grands chefs dans le passé. Il faut citer évidemment Alexandre Dumaine, dont je vous avais parlé en détail quand on a fait l'histoire des cuisiniers. Le grand Alexandre Dumaine qui a officié à Saulieu, à la Côte d'Or, où ensuite a succédé à la fin des années 60 Loiseau, Bernard Loiseau, qui est maintenant décédé, vous le savez, depuis 20 ou 25 ans. Donc, ça fait 30 ans qu'il est mort, Loiseau. Et l'entreprise continue à fonctionner. Maintenant, là, c'est Patrick Bertron, qui est un de ses élèves et qui est un cuisinier très talentueux, qui a repris l'entreprise, qui a toujours 3 étoiles au Michelin d'ailleurs. Donc, alors, je vous parlerai un peu d'Henri Racouchot, qui à Dijon a laissé une mémoire très, très vivace. Lui, il travaillait au Pré-au-Clair, c'est-à-dire un restaurant qui était juste en face de la mairie, qui existe toujours, du reste. Et Henri Racouchot était un grand prêtre de la cuisine bourguignonne. Il ne faisait que des préparations bourguignonnes. Il était notamment réputé pour traiter le brochet comme personne. Le brochet est un produit difficile à travailler. Et ça sent souvent la vase et autres. Et il avait un talent particulier pour cuisiner le brochet. Il est resté célèbre pour ça, et pour d'autres choses aussi d'ailleurs. Alors, Jean Duclos à Tournus, qui est mort il y a quelques décennies, qui était
un rebelle de la cuisine. Jean Duclos a réussi à rester au firmament des étoiles Michelin en ne faisant que de la cuisine archi-traditionnelle. Il n'a jamais marché dans la combine, des nouveautés, lui c'était le coq au vin, c'était le lapin à la moutarde et tout. Et il a réussi, il a réussi à garder ses 2 étoiles Michelin pendant plusieurs décennies. Jean Duclos était un très grand cuisinier et un homme doté d'un caractère abominable. Voilà. Bon, je connais des gens qui avaient travaillé chez lui, c'était très compliqué. Enfin, un très grand cuisinier. Jacques Lameloise, dont on ne saurait dire que du bien, toujours vivant, âgé. Alors, il a remis l'entreprise à Chagny, 3 étoiles depuis plusieurs décennies. Il a remis l'entreprise à Éric Prat, qui est son neveu, qui est associé à un MOF. Ils se sont associés pour reprendre la maison. Et ça reste une adresse incontournable. Si vous allez en Bourgogne, faites-vous plaisir, allez-y. Alors, si vos moyens sont conséquents, allez-y le soir. Si vos moyens sont moins conséquents, allez-y à midi, où vous pourrez manger magnifiquement bien pour, disons, une centaine d'euros par personne, quoi, à peu près. Bon. Mais ça les vaut largement, c'est une belle expérience pour ceux qui aiment se faire plaisir à table. Ça reste une valeur très sûre, la Lameloise en Bourgogne. Et ça tient beaucoup d'ailleurs à Jacques Lameloise, qui était un homme mais qui maintenant, bon, il ne sort plus de chez lui, il est très âgé, mais qui n'hésitait pas, notamment, à venir participer au jury d'examen. Alors ça, c'est un peu la pierre de touche. Parce que les jurys d'examen, c'est une colique pour tout le monde. Pour les candidats déjà, bien sûr, évidemment, qui sont dans leurs petits souliers, mais aussi pour les gens du jury, parce qu'on voit tout et son contraire un jour d'examen. On voit des gens qui travaillent bien, quelques-uns, on en voit qui travaillent abominablement mal, ce qui est très, pour un professionnel, c'est très déconfortant. Et donc, ces jurys d'examen, c'est un pensum, si vous voulez. Bon, il faut des examens, il faut des diplômes, donc il faut des jurys. Et les examens professionnels en France ne peuvent pas se passer de membres de la profession. C'est ainsi. Il faut, alors donc, c'est un souci d'ailleurs pour les organisateurs de pouvoir disposer, alors heureusement il y a les retraités, heureusement, mais pour faire mobiliser des chefs de cuisine qui ont leur entreprise à faire tourner pendant une demi-journée, c'est pas très facile. Voilà. Et Jacques Lameloise faisait l'effort de venir chaque année dans tous les jurys d'examen du CAP au BTS. Ça il faut le saluer parce que moi j'en ai pas connu d'autres. Et en plus il venait de Chagny, quand même. Chagny-Dijon, il y a quand même 70 km. Voilà. Moi j'aime beaucoup Jacques Lameloise, c'est quelqu'un d'extraordinaire, un homme vraiment formidable. Bernard Loiseau, donc, qui est décédé il y a une trentaine d'années, je pense, au moins, oui, il s'est suicidé. Je n'ai jamais vraiment su pourquoi. Alors Bernard Loiseau était sans aucun doute un grand talent culinaire, mais quelqu'un de moins intéressant, c'était quelqu'un de très médiatique, Bernard Loiseau, voilà, il y avait pour lui. Et il fallait toujours qu'il ait 3 caméras devant lui, la radio, la télévision, c'était quelqu'un de... Voilà. Quand la région a rénové la restauration du lycée Carnot à Dijon, qui est une institution napoléonienne, le lycée Carnot, quand on dit le lycée Carnot à Dijon, on a tout dit. C'est comme le lycée Montaigne à Bordeaux, ou Pierre de Ferme à Toulouse, si vous voulez. Donc, quand la région a décidé de refaire la restauration, qui en avait bien besoin, ils n'ont pas pu se retenir de faire inaugurer par Bernard Loiseau, qui est soi-disant venu faire la cuisine. En réalité, il a dit ce qu'il pensait du menu prévu. Et puis il est venu, il a pris le louche, et il s'est mis sur la banque de self, il servait le ragoût. Devant les caméras de télévision, évidemment, si oui. Alors ça a fait beaucoup ricaner ses collègues, bien sûr, vous vous en doutez. Voilà, mais ça c'était Bernard Loiseau, il était comme ça. Après, je vous parlerai de Mitsushita Amano, un japonais pur Japon, qui a réussi à décrocher 2 étoiles l'an dernier, je crois, à Saint-Amour-Bellevue. Saint-Amour, on est quasiment en Beaujolais, hein, à Saint-Amour. Paraît-il, une excellente table où il ne fait pas de cuisine japonaise, c'est quelqu'un qui a quitté le Japon il y a très longtemps et qui a tourné, comme font souvent ces Japonais, dans les meilleures adresses en France et ailleurs en Europe, et qui a fini par s'installer. La Côte d'Or, donc j'en ai parlé, et puis la Maridis à Saint-Rémy, qui est une nouvelle table également en Saône-et-Loire, qui est très cotée aujourd'hui, voilà, mais qui n'existait pas à l'époque où j'habitais à Dijon. 23 restaurants 1 étoile,
dont 5 à Bonn et 6 à Dijon. Donc vous voyez, il y a quand même un paysage gastronomique en Bourgogne qui est vraiment très, très dense, très intéressant, avec des gens, une clientèle très attachée à la table, des gens qui sont, en général, les Bourguignons sont très très fiers de leur cuisine régionale, à propos de laquelle, en général, ils ne savent rien du tout. Mais enfin bon, ça fait rien, l'image est là, puis il y a les vins. Alors, j'en ai fini avec la Bourgogne. Alors, maintenant la surprise. Voilà. Oh. 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 Quelle horreur. Ah ben non, vous allez voir. Vous allez voir. Vous allez voir que non, c'est pas une horreur du tout. Alors, j'ai fait exprès, hein, parce que, bon, là je vais alterner un petit peu les régions, les pays, comme ça, pour éviter la monotonie, disons. Mais, moi, les îles britanniques, plutôt l'Angleterre, parce que je connais l'Écosse, l'Irlande, le Pays de Galles en tant que touriste, mais par contre, j'ai travaillé en Angleterre pendant 3 ans, précisément à Oxford, pas très loin de Londres, et donc je connais un peu ce pays, un peu, hein, encore que, bon, quand on est dans la restauration, on passe beaucoup plus de temps dans l'entreprise que l'extérieur, mais enfin, il y a quand même une immersion locale qui est intéressante. Alors, les îles britanniques, il faut bien comprendre que c'est une civilisation. Ça, c'est très important. Moi, je pense que nous vivons à une époque où nos caractéristiques de civilisation sont en train de s'éroder très très vite. Très vite. Mais il y a des pays qui se maintiennent. Ce n'est pas notre cas. C'est le cas de l'Espagne, c'est le cas des îles britanniques, particulièrement de l'Angleterre, parce que au niveau de l'Irlande et de l'Écosse, mon propos serait plus mitigé. C'est le cas de l'Autriche, l'Allemagne un peu moins. L'Allemagne s'américanise à toute vitesse. Bon, moi j'y vais assez régulièrement, je me rends compte que c'est un pays qui évolue culturellement parlant, qui évolue très très rapidement vers, dans une direction qui à mon avis n'est pas la meilleure. Mais par contre là, vous allez trouver, chez les Anglais, vous allez trouver un cocktail qui est fait de fierté nationale, de sentiment d'appartenance, de cohésion, qui font gravement défaut chez nous. Ça, c'est clair. Nous, Français, notre sentiment national, il est la proie de tout un tas de gens qui l'exacerbent. Bon. Mais c'est plutôt des postures qu'autre chose. Mais nous avons perdu cela. Vous savez, les Anglais, ils ont un sens du collectif qui est absolument extraordinaire. Quand vous faites la queue en Angleterre pour prendre le bus ou pour avoir n'importe quoi d'autre, s'il y a une chose que vous ne risquez pas, c'est qu'on vous passe sous le nez. C'est impensable. On ne vous passera pas sous le nez. Les gens font la queue, moi j'ai des photos argentiques évidemment, hein, de gens qui font la queue sous la pluie battante, certains sans parapluie, avec une dignité parfaite, ils attendent le bus. Ça, c'est des Anglais. Quand Churchill, pendant la Deuxième Guerre mondiale, alors qu'ils avaient des problèmes pour l'industrie, il manquait de charbon, etc., quand il a dit, voilà, tout le monde va tracer un trait à 20 cm au-dessus du fond de la baignoire, et vous ne mettrez pas davantage d'eau, tout le monde l'a fait. Et la consommation de charbon a diminué de façon drastique. Je veux dire, ce sont des gens qui ont vraiment le sens du collectif. Alors évidemment, ils ont leurs délinquants, ils ont leurs voyous, ils ont ci, ils ont ça, qui ne les a pas. Mais c'est un pays dans lequel, au quotidien, on vit pas mal, parce qu'il y a le respect des autres. Il y a un autre pays où on le trouve, c'est en Suisse. Ouais. Moi j'adore, on a de la famille en Suisse, j'adore aller en Suisse. Le seul regret que je peux avoir, c'est de ne pas avoir fait ma vie là-bas. Ah, je vous assure. Pas vous? Non. Ah, moi j'aime beaucoup ce pays, énormément. Pour des raisons très précises et des raisons, si vous voulez, qui tiennent à la vie quotidienne. Alors, ces Anglais, bon, d'abord, d'où vient cette force culturelle des Anglais, cette culturelle et sociale? Eh bien d'abord du fait que c'est une île, déjà. Premièrement, c'est une île. Donc, quand on vit dans une île, en général, on est très bon marin. Et oui, il faut des bateaux, il faut savoir les faire marcher. Encore aujourd'hui, les Anglais sont de très bons marins. Moi, je peux vous dire qu'à Brighton, sur la côte sud, les clubs nautiques ne ferment jamais.
ça les fait hurler de rire quand ils voient leurs voisins qui sont de l'autre côté du Channel, à Dunkerque et ailleurs. On ouvre le club nautique pour Pâques encore, et on ferme à la rentrée des classes, parce qu'après il fait trop froid. Eux, quel que soit le temps, quelle que soit la saison, il peut neiger, ils sont sur les dériveurs et sur les catamarans. Ils mettent des combinaisons néoprène, comme des combinaisons de plongée, etc., et ils naviguent. Et ce sont des gens qui ont un autre état d'esprit, des navigateurs. Comme ils étaient bons en navigation, ils ont conquis le monde entier, vous le savez, l'empire sur lequel le soleil ne se couchait jamais. Vous allez voir que culinairement parlant, ça a des sacrées conséquences, hein, c'est pour ça que je dis un mot. Et puis après, un pays dans lequel il pleut pas mal, ça c'est vrai, on ne peut pas dire le contraire. Quand il y a des périodes de beau temps qui n'en finissent plus, ils sont très inquiets, c'est ce qui se passe. Bien. On parle beaucoup du temps en Angleterre, énormément. Finalement, au niveau de la culture, au niveau de l'élevage, au niveau des vergers, au niveau de tout ça, il y a pratiquement tout ce qu'il faut. Il y a de très très bons produits, il y a des marchés très bien approvisionnés. Il y avait, parce que la dernière fois que je suis en Angleterre, c'était il y a 15 ans, donc je ne peux pas en parler avec... Encore, c'était à Londres, donc... mais il y avait une grande facilité à s'approvisionner des produits de la mer en pagaille, de très belle qualité, des produits maraîchers de très belle qualité aussi. Et tout ça, alors c'est surtout vrai dans la partie sud de l'île, dans le Surrey, dans le Kent, là on a vraiment des grandes facilités d'approvisionnement. En Cornouailles, je ne sais pas, j'y suis jamais allé. Dans la partie nord de l'île, en Écosse, et bien là on va cultiver beaucoup d'orge. Et s'il y a beaucoup d'orge, qu'est-ce qu'on fait avec l'orge d'après vous? Avec l'orge on fait du malt, et avec le malt on fait du whisky, et de la bière, bière et whisky. C'est vrai que la bière et le whisky, c'est une histoire qui démarre de la même manière. Hein. Au départ, c'est pareil. Voilà. Bien. Alors, des viandes et des volailles de très belle qualité, facilement. Moi, je me souviens avec, comment dirais-je, avec pas mal de bonheur de la grande qualité des produits qu'on travaillait et qu'on avait très facilement. Dans la boîte où je travaillais à Oxford, assez rapidement, je suis allé faire les courses, faire le marché. Et c'était vraiment, vraiment très, très, très facile, beaucoup plus facile que chez nous. Il n'y avait pas cette bagarre qu'on a chez nous avec les fournisseurs, le poissonnier qui essaie tout le temps de vous entuber en mettant les mauvais poissons sur la caisse, etc. On n'avait pas ce problème-là. On n'avait pas ce problème-là parce qu'il y avait une assez grande abondance de produits. Et c'était au début des années 70 qui n'étaient pas du tout des années faciles pour les Anglais. Mais l'approvisionnement se faisait très très facilement. Alors le contexte historique, c'est intéressant parce qu'il a des conséquences sur la manière dont on va manger en Angleterre et sur ce qu'on va apprécier. Alors ce sont de grands marins, je vous l'ai dit, et ils ont donc d'une part, ils ont pris l'habitude très tôt d'utiliser des produits venant de très loin, d'une part, parce qu'ils avaient les approvisionnements, et d'autre part, il y a une autre caractéristique, c'est que la cuisine britannique et le goût des Britanniques est très médiéval. C'est probablement, en Europe, les gens qui ont le plus d'ancrage dans l'histoire de la cuisine médiévale. Alors, je vous donnerai des détails par rapport à ça. Mais le fameux Christmas pudding, qui est la terreur des Français. Ah là là, oui, effectivement, ah là là. C'est un plat purement médiéval. Et ils prennent un grand soin, je vous ferai un détail sur le Christmas pudding, parce que ça mérite vraiment d'être étudié. On le fait très exactement comme il était fait au XVe siècle. Avec les mêmes ingrédients, au XVIe. Le cuisinier du roi lui-même supervise chaque année, il y a une cérémonie sur le pudding, le Christmas pudding, ça va bientôt les prendre, c'est début novembre, parce qu'il faut faire début novembre pour Noël. Attention, hein, c'est... Bon. Ce sont des gens qui ont donc une culture gastronomique très intéressante. Alors, des traditions culinaires très très anciennes, aussi bien dans le choix des produits que dans les recettes, et des influences multiples des cuisines d'Extrême-Orient et d'Inde, évidemment. Les Anglais, ils ont été les maîtres en Inde pendant un bon moment. Hein, et puis également, ils avaient des comptoirs un peu partout.
il maîtrisait le commerce international sur les mers. Voilà. Et alors, la dernière composante, si vous voulez, c'est une totale décomplexion. Mais alors, ils n'ont aucun complexe. Les Anglais n'hésitent pas à la maison, pour le petit déjeuner, à vous mettre une boîte de haricots à la tomate sur la table sans la faire chauffer. Ça ne les dérange pas du tout. Du tout. Et quand il voit la tête qu'on fait, alors si on est très très poli, on en mange, bien sûr, un peu. Et puis il y en a qui diront, ben non, moi je ne mange pas ça au petit déjeuner. Voilà. Mais le petit déjeuner, vous savez, on parle de l'English breakfast, mais on l'idéalise un petit peu. On l'idéalise un petit peu parce que ce sont les gens qui ont des moyens qui font le véritable English breakfast. Vous trouverez ça plus facilement aux États-Unis et au Canada. Mais en Angleterre, ils mangent des restes. Dans les familles, je veux dire. On mange des restes, on mange du haricot, même froid des fois. On mange tout un tas de trucs que nous, on ne peut pas accepter. Alors avec du thé, naturellement, du thé tout le temps. Mais pour eux, ça n'a pas d'importance. C'est pas grave. Et comment faisait-on autrefois? Parce que notre manière de déjeuner, avez-vous une idée depuis quand on déjeune avec du thé ou du café, des tartines beurrées, de la confiture et du miel? Depuis quand on fait? Puis les viennoiseries éventuellement. Depuis quand fait-on ça en France? Ça, c'est intéressant. Est-ce que vous pensez que c'est très ancien? Pas du tout. Pas du tout. Ça vient de qui et quand? Eh bien, ça a commencé dans la deuxième moitié du 19e siècle. Jusque-là, le matin, on mangeait de la soupe, on mangeait, comme on avait toujours fait, on mangeait ce qu'on avait sous la main. Voilà, comme font les Anglais aujourd'hui. Mais, dans la deuxième moitié du 19e, grosso modo avec l'avènement du Second Empire, est arrivée une classe moyenne qui avait des moyens financiers importants, qui voulait à tout prix se démarquer de toutes les façons possibles et imaginables de la classe ouvrière et des classes les plus basses de la société. Et donc, on a commencé à boire du thé, comme les Anglais, du café, parce qu'il y en a qui n'aimaient pas le thé, donc ils buvaient du café, au départ c'était le thé, et par manger la fameuse baguette parisienne, qui, alimentairement parlant, ne vaut pas un clou, mais qui sent bon, qui croustille quand elle sort du four de boulanger. Oui, il faut la manger vite, hein. Le lendemain, elle ne vaut plus rien, elle est bonne pour les poules. Mais on est arrivé à ça. Avec quoi dessus? On fait des tartines, on met du beurre, de la confiture, du miel, que sais-je. Et de la viennoiserie pour ceux qui ont les moyens. Notamment dans les grandes villes, où vous avez une des caractéristiques des grandes villes comme Paris et Lyon, c'est que vous avez un boulanger à chaque coin de rue. Il y a des boulangers partout. Partout. Et bon, même chez nous, il y en a pas mal quand même. Il est assez facile de trouver du pain frais sans faire des kilomètres. Et donc, cette mode du petit déjeuner, elle vient de là. Donc, il y a quoi? Il y a 150 ans, dirons-nous, pas plus. Et puis c'est devenu notre standard, notre norme. Même s'il y a des gens qui, pour des raisons personnelles, pour des raisons de conditions de vie, qui vont opérer différemment, en mangeant de façon plus roborative, en mangeant des œufs le matin, enfin, que sais-je. Chacun fait comme il veut. Alors, les produits des îles Britanniques, il y a des produits que vous connaissez déjà. Bon, les salmonidés, l'Écosse et l'Irlande restent pour les pêcheurs impénitents des destinations de rêve. Mon fils aîné, qui est un pêcheur extraordinaire, va chaque année avec son frère, avec un de ses frères, il va pêcher soit en Irlande, soit en Écosse. Dans un endroit, alors on prend du saumon, on prend de la truite, etc. À la mouche, évidemment, hein, parce qu'en Angleterre, on pêche à la mouche. Hein. Tout le reste, ça ne vaut rien. Un pêcheur pêche à la mouche, là-bas. Voilà, alors les poissons des mers froides, très utilisés. La Manche est très poissonneuse, la mer d'Irlande est très poissonneuse, la mer du Nord encore plus. Donc flétan, merlan, cabillaud, ça c'est vraiment le tiercé gagnant en Angleterre. Hein. On a énormément de cabillaud, de flétan et de merlan. Et puis la plie, ce qu'on appelle la plie franche, qui ressemble à la sole, mais qui est marron foncé avec des petits points rouges. Un très joli poisson d'ailleurs, qui est utilisé traditionnellement pour les fish and chips. Donc je vous redirai un mot. C'est intéressant, les fish and chips. Alors, l'agneau et le mouton, il suffit, quand on se prend en Angleterre, on voit des moutons partout. Les moutons, il y en a à tous les côtés. Le bœuf angus, donc vous avez une photo qui a la particularité d'être tout noir, et qui, à l'instar du charolais, est élevé pour la viande,
uniquement pour la viande, pas du tout pour le lait, donc c'est une grande différence. Là, vous ne mangez pas de la viande de réforme, l'angus, c'est un animal qui a été élevé pour sa viande, comme le charolais en France. Soit le charolais est blanc, et eux, comme les Anglais ne font rien comme nous, évidemment c'est noir, bien sûr. Parce que ça, si, ils font rien comme nous les Anglais. Si, certaines choses quand même. Voilà, alors des porcs, parce qu'on apprécie beaucoup la viande de porc en Angleterre. Donc il y a le Yorkshire qui est une race de porc qui a été très largement exportée, parce que c'est une race qui a des qualités intéressantes au niveau de l'élevage. Et puis le gibier, alors le gibier, des gens vont chasser en Écosse la grouze. Voilà, il y a encore des grouzes en Écosse, mais l'Écosse, pour ceux d'entre vous qui ont visité un petit peu, c'est un endroit où l'on peut encore, en Écosse, je pense que vous pouvez marcher toute la journée sans rencontrer quiconque. Peut-être même pendant 2 jours. C'est un pays absolument magnifique. Mais il faut y aller à pied. En voiture, vous ne voyez rien. Parce que vous pouvez vous arrêter de nulle part. C'est terrible. Visiter l'Écosse en voiture, ça ne vaut rien. On ne peut pas s'arrêter. Ni sur les routes, ni nulle part. Quand vous avez un parking pour vous arrêter, on vous taxe de 10 livres sterling. Ah oui, ça, ils savent travailler, les Écossais. Hein. Ça, il n'y a pas de problème. Pour tondre le touriste, ils sont... il y a quelques années, on est allé faire... Enfin, il y a quelques années, oui, il y a 20 ans, on est allé faire le tour de l'Écosse. Alors, moi, j'ai une caravane, hein, je fais du camping, j'ai une caravane, on fait tout le tour de l'Angleterre, jusque... Mais les campings les plus chers, sans être extraordinaires, c'est à partir de... Vous trouvez ça à partir d'Aberdeen, hein, au-dessus. Ah oui, oui, oui. Alors là, ça taxe. Mais, et les gens y vont passer leurs vacances sous la pluie. Alors, devant les caravanes, ils ont des auvents en caoutchouc, et sous l'auvent, ils mettent des palettes. Ah ben oui. Et ils y passent les vacances à regarder tomber la pluie. Ils sont spéciaux, hein. Alors, attendez, où j'en suis. Alors, parlons un peu des fromages. Alors, il y a de très bons fromages en Angleterre. De très bons fromages. Les plus connus sont le Stilton, le Cheddar, le Cheshire, le Binley, qui est très bon, et l'Oxford en Irlande, qui ressemble au brie, qui est très bon également. Voilà. Bon, le Cheddar, c'est un fromage, c'est le seul, à ma connaissance, en Angleterre qui soit protégé par une AOP. Voilà, le West Country Farmhouse Cheddar. Et il est très utilisé, notamment dans beaucoup de préparations culinaires. Quand on fait le Welsh Rarebit, il faut du cheddar. Voilà. Alors, les fruits et légumes, il y a surtout des pommes, et les Anglais sont les champions incontestés de la tarte aux pommes, qui savent faire de multiples façons différentes, et toujours excellentes. C'est vrai qu'en Angleterre, on mange des tartes aux pommes remarquables, en Irlande aussi d'ailleurs, mais les Irlandais sont très contaminés par la culture britannique, très contaminés. Et puis le maraîchage, particulièrement dans le sud du pays. Alors, un peu maintenant, quelques mots sur les spécialités gastronomiques. On va entrer dans le vif du sujet. Alors, les Anglais aiment beaucoup cuire à l'eau. Vous savez, dans Astérix, on se moque des Anglais qui font tout cuire à l'eau, etc. Comme souvent dans les albums de Goscinny, vous avez beaucoup de vérité. Et il est vrai qu'en Angleterre, on aime énormément cuire par ébullition. D'ailleurs, dans la cuisine française, cuire à l'anglaise, c'est cuire dans de l'eau bouillante salée. Bien, techniquement parlant, si vous voulez. Alors, je vais vous parler un peu de la cuisson à l'eau et de la menthe. Parce que pour les Anglais, la menthe, ça ne s'associe pas à la saveur sucrée. Pas du tout. La menthe s'associe à la saveur salée. Comme au Moyen-Âge, chez nous. Quand vous regardez les recettes de Taillevent, il met de la menthe dans de nombreuses préparations salées. Il fait des sauces à la menthe salées. Ça, c'est le Moyen-Âge. Taillevent, c'est le XVe siècle. Premier ouvrage, véritable ouvrage culinaire français, le viandier de Taillevent. On en avait parlé quand on avait étudié le Moyen-Âge. Alors, comment fait-on le gévaudan? Eh bien, on commence par le faire bouillir. On fait un bon bouillon avec des os, avec des légumes, du bouquet garni, tout ce que vous voudrez, un bouquet de menthe dedans également, et on fait bouillir le gigot, on le fait cuire à petit feu pendant 20-25 minutes, selon le poids, ça dépend de sa taille, en général, ou guère plus de 20 minutes. Ensuite, on égoutte la pièce, on l'éponge bien et on la fait rôtir à four très chaud, avec du saindoux, pour l'avoir bien coloré. Et bien cette méthode de travail, c'est la méthode médiévale, ni plus ni moins. On faisait toujours bouillir les viandes avant de les rôtir au Moyen-Âge. Toujours.
systématiquement. Et probablement pas pour des motifs d'hygiène, comme on l'a dit parfois. Probablement pas. C'était la technique en vigueur, c'est tout. C'était comme ça, on faisait comme ça. Il va falloir attendre la fin du XVIIe siècle pour qu'on change cette façon de procéder. Alors la sauce à la menthe, la fameuse sauce à la menthe. On réduit du bouillon, il ne faut pas trop saler le bouillon au départ parce qu'on va le faire réduire pour concentrer la saveur. Évidemment, ça a une forte saveur de gigot, hein, d'agneau. Avec de la menthe fraîche dedans également. Et on met de la gelée de groseille. Alors j'en vois qui ricanent. Ils ont tort. Ils ont tort. Parce que la gelée de groseille, bon, on n'en met pas énormément, on en met un petit peu. Hein. Elle va apporter de l'acidité. Et vous allez trouver cette habitude d'utiliser la gelée de groseille dans des pays comme le Danemark. J'aurai l'occasion de vous en parler. Au Danemark, le chou rouge n'est jamais mangé cru, il est toujours mangé cuit, et il accompagne la viande rôtie. Et quand on le fait cuire avec du vinaigre danois, qui est un vinaigre très faiblement acidifié, qui est très peu acide et très parfumé, et de la gelée de groseille. Et quand vous mangez ce chou rouge cuit, qui est vraiment délicieux, je vous assure que si on ne vous l'a pas dit, vous ne devinerez jamais qu'on a mis de la gelée de groseille pour le cuire. Vous ne devinerez jamais. Donc c'est à considérer comme un ingrédient. Pour nous, c'est bon pour les tartines, pour eux, c'est un ingrédient culinaire. Mais encore une fois, on est dans la cuisine médiévale, en plein. Quelques pincées de gingembre, et on déglace la plaque carotière. C'est-à-dire que les sucs qui sont dans la plaque carotière, on va les récupérer. C'est un très bon support de saveur. On va lier à l'arrowroot. Alors qu'est-ce que l'arrowroot? C'est encore un produit qui vient d'Afrique. Hein. C'est un féculent qui est tiré de la racine d'une plante africaine que l'on broie comme une farine très fine, voyez-vous. Ça ressemblait à de la fécule, en fait. C'est une fécule, ni plus ni moins, mais qui était très très utilisée en cuisine, même française, jusqu'au moment où la maïzena a détrôné tout ça. Voilà. Mais c'est supérieur à la fécule de maïs, c'est plus stable comme liaison, l'arrowroot. On passe au chinois et on termine avec un hachis de menthe fraîche. Alors, en général, c'est servi avec des petits pois, mais des petits pois anglais, attention. Attention, des petits pois comme ça. Parce que nous, on dirait des gros pois, on dirait, hein, des gros pois. Mais c'est très bon, hein, c'est très bon les pois. Comme ça, ils adorent les petits pois, les Anglais, ils adorent ça. Mais ils cultivent une variété, nous on aime les extra fins, alors ça les fait rigoler, parce qu'ils disent, les petits pois, c'est... On fait tout à l'heure. Alors voilà, le fameux gigot à la menthe. Eh bien, croyez-moi, c'est très très bon. C'est très très bon. Et je me suis toujours demandé pourquoi on ricanait aussi volontiers. Ah, les Anglais, ils font le gigot à la menthe. Ben, quand on a dit ça, on a fait le tour de la question. C'est idiot. C'est très bon, le gigot à la menthe. Évidemment, il faut que je le fasse correctement, bien sûr. Il faut avoir un bon agneau, tout ce que vous voudrez. Mais c'est très bon. C'est vraiment très bon. Et là, on est véritablement dans une cuisine médiévale, sans aucun doute. Les fish and chips. Alors ça c'est important, les fish and chips, et oui. Mais oui, c'est très bon. Mais c'est très bon. Moi, des fois au restaurant, quand on en propose, j'en prends, et je trouve ça très très bon. Évidemment, comme toujours, il faut que ce soit bien fait, évidemment. Mais autrefois, ça se faisait comment? Ben, je peux vous dire que moi, quand je suis arrivé là-bas en 71, ça se faisait encore dans les rues par terre. Il y avait un petit trépied à gaz, il y avait une bassine à frire qui était noire comme l'âme du diable. Il fallait avoir les boyaux solides. Hein. Et là-dedans, on faisait frire, dans 2 paniers différents, on faisait frire les chips, autrement dit des débris de pommes de terre, on ne s'était même pas donné la peine d'éplucher, juste les laver un peu, puis on taillait ça avec la peau, hein, et on faisait frire ça d'une part, les chips, et les filets de plis. Qu'on roulait d'abord dans la farine. Et on vous vendait ça dans des cornets de papier journal. Ouais. On mettait du sel, et on mangeait ça chaud. Et finalement, ça répondait à un besoin, parce que quand il fait froid, quand il pleut, quand bon, ben, vous achetez un plat chaud comme ça. Encore une fois, j'y reviens, comme au Moyen-Âge en France. On achetait à manger dans la rue. En France et partout en Europe. On avait gardé cette habitude. Alors maintenant, l'hygiène est passée par là. On fait toujours des fish and chips, mais plus par terre dans la rue, plus dans un papier journal, plus etc. Ce qui est normal quelque part, mais le fish and chips, ça reste. Et dans beaucoup de restaurants, on va vous le proposer des fois en plat du jour, et si le poisson est bon et si les frites ont été bien faites, eh bien, vous allez vous régaler. Oui. Voilà, donc ne rions pas des fish and chips.
Voilà. Alors, les Anglais adorent les mets gratinés. Si vous les laissez faire, ils gratinent tout. Ils adorent ce qui est gratiné. Alors moi, je me suis toujours demandé si c'était pas un petit peu parce que, comme ils ne sont pas très cuisiniers, et que le gratin, c'est l'idéal de l'idéal. Moi, quand je ne veux pas m'embêter, quand je sais que j'ai du monde, je fais un gratin de macaroni. Comme ça, j'ai qu'à le mettre au four quand les gens tirent la sonnette, et puis je suis tranquille, je ne suis pas en cuisine, si vous voulez. Donc c'est pratique. Mais eux, ils font tout gratiner. Alors par exemple, rien ne les effraie. Hein. Ils vont vous faire des gratins de poisson avec du chou-fleur. Ben oui. Et pourquoi pas? Et pourquoi pas? Ou avec des petits pois. Ou alors ils vont vous faire gratiner des rognons avec de l'orange. C'est pas mauvais. C'est pas mauvais du tout. Etc. etc. C'est ce à quoi je pensais quand je vous disais qu'ils sont complètement décomplexés. Pour eux, tout est possible. Il n'y a pas de problème. Et c'est pas une raison parce que nous on le fait pas. Ils s'en fichent. Les petits pois, ils font avec quoi? De petits pois? Ils les cuisent à l'eau à part et puis ils les mettent avec le poisson. Ah, le poisson. Avec le poisson. Ah oui, le cabillaud gratiné au petit pois, c'est un grand classique là-bas. Mais bien sûr. Voilà. Mais c'est pas mauvais du tout. Hein. Ouais. Comment je préfère le chou-fleur personnellement, mais enfin bon. Alors vous avez, il faut quand même ouvrir une parenthèse ici, c'est que si vous allez en Angleterre, si vous êtes à l'hôtel, vous avez la télé. Vous allumez la télé aux alentours de 18h, vous pouvez zapper sur toutes les chaînes, vous allez trouver quoi? Les émissions culinaires. Des émissions culinaires. Alors, bon, c'est connu que l'être humain rêve de ce qu'il n'a pas. On le sait bien. Mais, quand même. Et des émissions culinaires de qualité. Attention. C'est des vrais cuisiniers qui sont devant la caméra et qui font de la bonne cuisine. Donc, il y a une appétence, si vous voulez, un intérêt pour la cuisine gastronomique à la française, évidemment. Si vous allez dans des hôtels chics, des hôtels où vous allez avoir des chefs qui travaillent à la française. Moi, je vais vous dire, j'étais étonné. Nous, on mettait chaque année les stagiaires de Bac Pro. Il fallait qu'ils fassent au moins un stage en Angleterre. Ça faisait partie du règlement de la formation. Donc, on mettait des élèves en stage en Angleterre. Alors, plus dans le sud du pays, parce que c'était là encore Noailles, dans le Kent. Alors, jusqu'à Manchester, on va dire, un pôle là. On les mettait là. Et puis après, il fallait les voir. Bien sûr, puisque ça faisait partie de leur formation. Et moi, chaque année, je m'y collais parce qu'aucun collègue ne voulait aller en Angleterre, conduire à gauche, etc. Il ne fallait pas leur en parler. Moi, j'étais très content d'y aller. J'y allais aux frais de la princesse, c'était formidable. Et donc, j'étais en général, non toujours, très très bien reçu dans les entreprises où il y avait des élèves. On m'hébergeait, on me nourrissait. Je discutais avec les cuisiniers. J'essayais autant que je pouvais de manger avec eux en cuisine. C'était pas toujours possible. Des fois, on me faisait manger dans la salle de restaurant. Mais j'ai toujours été surpris par le niveau de ces chefs anglais, dont beaucoup étaient venus travailler en France, à Paris ou à Lyon, qui avaient ramené du savoir-faire, et qui adaptaient cette cuisine continentale, comme ils disent, qui l'adaptaient au goût local. Parce qu'il faut adapter. Moi, je peux vous dire que quand je suis arrivé à la Sorbonne à Oxford, qui était un restaurant français, étoilé Michelin, tenu par un Lyonnais, qui avait fait souche en Angleterre, j'étais très surpris de voir à la carte des escalopes de veau à l'orange. Et je dis au patron, qui était en cuisine avec nous, je dis, tu es un très très bon cuisinier, je lui dis, mais des escalopes de veau à l'orange, j'étais très surpris. Moi, je connaissais le canard à l'orange, évidemment, aux cerises, bien sûr. Mais alors, l'escalope de veau à l'orange, il dit, ah, mais tu sais, il me dit, ici ça marche très fort. Très très fort, tu vois. Il faut être en place, on en vend, hein, effectivement. Et on vendait ça avec ce qu'on appelle une gastrique en cuisine, une sauce qui est faite avec un caramel d'orange, fond de veau, etc. On mettait ça sur les escalopes, ils se régalaient. L'escalope, l'escalope c'est l'escalope, et la sauce à l'orange, comme on l'a fait en France, mais l'association, on s'adapte. Il faut savoir que encore une fois, comme chez nous au Moyen-Âge, ils associent très volontiers le sucré, le salé et l'acide. L'amertume, beaucoup moins. Beaucoup moins. Ils sont très peu tournés vers les saveurs amères. Mais par contre, mélanger l'acide, le salé et le sucré ne leur pose aucun problème. Et c'est très très bien accepté par la clientèle, ce qui prouve que leur goût est différent du nôtre. Voilà.
quelques recettes, on n'ira pas au bout, quelques recettes, vraiment que j'ai choisi parmi ce qu'il y a de plus caractéristique. Alors la soupe écossaise à l'agneau, ça c'est quelque chose d'assez redoutable, je ne vous le cache pas. Comme souvent ce qui vient d'Écosse d'ailleurs. Hein. Parce que, alors après, en Écosse, je ne sais pas si je l'ai marqué après, vous avez la panse de brebis farcie. Oh putain, le haggis. Le haggis, alors ça c'est dur. Ça c'est dur. Mais c'est écossais. Alors, le hodgepodge, bon, c'est pas bon. Honnêtement, franchement, c'est pas bon. Une soupe faite avec de l'agneau, ils mettent un peu n'importe quoi dedans, c'est vraiment pas terrible. Ça, mais enfin, ça reste un truc qu'on sert beaucoup dans les pubs en Écosse. L'oxtail soup, ça c'est bon. C'est tellement bon qu'on l'a transféré à la cuisine française. Hein, le consommé oxtail, qui est le bouillon de queue de bœuf. Queue de bœuf, on fait des bouillons formidables avec ça. Donc ça c'est une spécialité anglaise qui a été transférée dans la cuisine française et qui a été reprise notamment par Escoffier. Le Welsh rarebit, alors bon, on va dire que c'est pas de la cuisine, ce sont des tartines, du pain, avec du jambon dessus, du Stilton, et on fait gratiner ça. Alors bon, on va dire que c'est pas de la cuisine, ça, ben, écoutez, pour eux oui, et puis moi je veux dire, ça ne me gêne pas d'en manger. Si je vais dans un pub, on sert de Welsh rarebit, avec une pinte de bière, ça me va très très bien. C'est chaud, pourquoi pas. Évidemment, c'est pas de la gastronomie, hein, bien sûr. Alors, les box tea bread and pancakes en Irlande, alors ça c'est assez intéressant. Ça ressemble à nos crêpes vaunassiennes. On fait des petites boules de pain, un pain qui est fabriqué avec de la purée de pommes de terre, des farines de blé et d'avoine et du lard fondu, et ça, ils en font d'une part des petites boules qui cuisent au four, et d'autre part des crêpes. Alors les crêpes, nous on fait ça, on fait la crêpe vaunassienne avec un mélange de pâte à crêpes et de pommes de terre râpées finement. Et vous cuisez ça à la poêle, on est tout petit poêle à blinis. C'est très très tendance, c'est très nouvelle cuisine et c'est très bon. Donc vous voyez, je ne sais pas si la crêpe vaunassienne, qui est un classique de la cuisine de là, s'est inspirée de ça ou non, je l'ignore. Mais en attendant, ça c'est pas mal. Bon, quand c'est bien fait, évidemment. Alors après, les fish and chips, on en a parlé. Le kedgeree, qui est encore une curiosité assez redoutable, du haddock. Alors vous savez que le haddock, c'est l'aigle fin qui a été salé et fumé, donc qui en général est bien salé. Avec ça, on fait un ragoût. Alors, ils ne s'embêtent pas, ils ne le font même pas dessaler. Du riz, des œufs et des fines herbes. Alors, les œufs durs, bien sûr, ou alors un œuf brouillé. C'est bizarre. C'est pas bon. Bon, ça dépend comment on a faim, quoi. Bon, ils aiment bien mélanger le haddock et le jambon aussi. Ça, c'est peut être pas mal. Voilà, les moules au gratin, bien sûr, le gratin de cabillaud de crevettes, et puis enfin, les Dublin Bay Prawns. Alors, en Angleterre, quand vous voulez des langoustines ou des crevettes, on est bien embêté parce que tout ça, ça s'appelle prawn. Que ce soit langoustine ou crevette, c'est prawn. Alors, les Dublin Bay Prawns, ce sont des langoustines, ça, il n'y a aucun doute. Le reste, c'est plutôt des crevettes. Mais moi, je m'étais fait avoir avec le poissonnier et des commandes. Là, au début, il fallait être très très précis parce que, voilà. Et alors, on pêche énormément de langoustines dans la mer d'Irlande, au large de Dublin, à telle enseigne que les Français vont y pêcher également. Voilà. Il y a, pour une raison que j'ignore, c'est très, très riche en langoustines dans ce coin-là. Alors, les plats base de viande de volaille, le chicken pie, je vais y revenir, je vais vous détailler la recette, parce que c'est très intéressant. D'abord parce que c'est bon, et deuxièmement parce que c'est très médiéval comme recette, et c'est bon. L'oie rôtie aux pommes, bon, ça, on en fait aussi en Allemagne. Hein. C'est toujours pareil, hein. On est dans la cuisine médiévale, hein, les fruits avec les rôtis. Le hot pot, qui est un ragoût de mouton en pommes de terre, bon, c'est une spécialité, pas très fameuse à mon avis. Le curry d'agneau, qu'on a bien transposé dans la cuisine française. Et le curry vient d'où? Il vient d'Inde. Il vient d'Inde, hein, directement. Plus précisément de Madras. Voilà. L'Irish stew, dont je vous donnerai également la prochaine fois la recette détaillée, parce que c'est très intéressant, l'Irish stew. Mot à mot, le ragoût irlandais. Hein, stew, c'est le ragoût irlandais. Et enfin, le haggis, le redoutable haggis, qui est une panse de brebis farcie. Et la difficulté, c'est de savoir qu'est-ce qu'on a mis dedans. C'est ça. Moi, j'en ai mangé 2 ou 3 fois. Je n'ai jamais pu savoir ce qu'ils mettaient dedans. C'est bizarre. Mais c'est pas bon. Mais eux, ils adorent. Ils adorent. Ils adorent. Et on a de la chance quand ils l'ont fait cuire suffisamment. Parce qu'en général, c'est dur comme du caillou.
pas bon du tout. Voilà, alors le gigot à l'anglaise, nous en avons parlé. Le pork and apple pie, ça c'est encore une fois, on va mélanger de la viande avec des fruits et on va en faire une tourte, autrement dit un pâté, cuisine médiévale. Voyez. Le Dublin Coddle, qui est un ragoût de saucisse, de pommes de terre et d'oignons, ça c'est pas mauvais. On en mange dans les pubs à Dublin, c'est pas mal. Hein, voilà. L'Irish Oxtail Stew, alors c'est un ragoût qui est fait avec de la queue de bœuf. De la queue de bœuf et de la bière. Et ça c'est très bon. Ça rappelle notre carbonate flamande, qui est un ragoût de bœuf à la bière. Et donc ça c'est très bon. On en mange aussi dans les pubs, sur un plat du jour, souvent. La queue de bœuf c'est vraiment délicieux. Ça donne une pudding. Encore une curiosité, bon, comme on dit, si on n'en a pas eu au biberon, eh bien, ça peut être difficile. Et puis le steak and kidney pie, qui est une tourte, avec kidney des rognons, bien sûr, de la viande de bœuf, une sauce brune. Ça peut être pas mal quand c'est bien fait. Ça peut être pas mal, hein. C'est pas les rognons, la viande, la sauce brune. Mais bon, il faut aimer les rognons, évidemment. Voilà. La prochaine fois, je vous donnerai les recettes détaillées du chicken pie de l'Irish stew, parce que ça mérite qu'on s'y arrête un petit peu. Et puis on pourra finir avec l'Angleterre, on parlera de la bière, on parlera du whisky, on parlera de tout ça. Et en attendant, oui madame ? Le shepherd's pie, non ? Pardon ? Le shepherd's pie. Ah, le shepherd's pie, oui aussi, alors j'ai fait, oui. Il y a peut-être des anglicistes parmi vous, des connaisseurs de l'Angleterre, probablement il y en a, excusez-moi, j'ai fait une sélection, hein, si vous voulez, pour donner une idée. Et finalement, vous observez qu'il y a quand même pas mal de variétés. Il y a de la variété quand même. Hein. Et je terminerai en vous disant que si vous allez 10 fois au restaurant en France au hasard, sans guide, sans rien, vous avez faim, restaurant, j'entre, je m'assieds, je mange. Eh bien bon, je pense que si vous êtes satisfait 2 fois sur 10, c'est bien aujourd'hui. Je pense, en toute franchise. Satisfait 2 fois sur 10, c'est pas mal. Et combien de fois sur 10 vous sortirez en disant c'est des gougnafiers? Bien. Mais vous allez en Angleterre ou en Irlande, dans un pub ou au Gand, où on sert à manger. On gère le midi, hein, le soir ils ne s'en mettent pas, à midi. Et vous allez manger la soupe du jour, qui en général est faite à maison avec des légumes frais. Vous allez manger les côtes d'agneau grillées avec des petits pois, vous allez manger le kidney pie, vous allez manger ces trucs-là. Et en général, vous allez dire, ah ben, c'était bon. Et on ne vous aura pas assaisonné trop fort au niveau de l'addition. Donc, le cliché qui consiste à dire en Angleterre on mange très mal, je suis persuadé pour ma part que c'est faux. Et je ne vous parle pas de la restauration de haut de gamme, dont les prix sont élevés, où vous avez des chefs qui sont venus se former en France, en Italie également, où on mange extrêmement bien. Donc, il faut essayer de ne pas être la proie des clichés. Je vous souhaite une bonne journée. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez nous rejoindre à l'Université du Temps Libre de Tarbes et de Bigorre à l'adresse utl-tb.info. Et n'oubliez pas, si ce n'est déjà fait, de vous abonner.